Bonjour à tous. Alors, je tenais tout d'abord à remercier le professeur Kameni pour son invitation ici à Kansai Université et bien entendu de manière plus générale au Japon. Donc moi je vais, comme il a été dit, avoir un discours en fait psychologique, puisque j'ai fait une thèse en 2005, même si ça passe vite. Donc j'ai fait une thèse en 2005 en gestion des ressources humaines, et donc c'est une des raisons pour laquelle je m'intéresse à la transmission reprise, mais en fait sous la dimension psychologique. Donc là, on va faire un focus, donc non pas sur le marché ou sur le processus, sur les différentes étapes du processus de transmission reprise, mais bien sur les acteurs, les comportements des acteurs, du duo d'acteurs que sont le repreneur et le cédant. Et nous verrons bien entendu tout au long de l'exposé qu'il y a un troisième acteur qu'il ne faut pas du tout négliger dans notre approche, notamment humaine et psychologique. Eh bien, il s'agit des salariés de l'entreprise, comme ça a été dit tout à l'heure, des éléments clés du noyau dur. Donc la première question, c'est finalement pourquoi faire de la recherche sur la reprise de PME. Donc la première raison qui a déjà été évoquée donc, à plusieurs reprises, et donc ça c'est un constat 2009, c'est que la recherche, bien entendu, et comme depuis 10 ans, tend à répondre à un problème macroéconomique et social, vous l'aurez bien compris. En France, donc on l'a dit, dans les 10 ans à venir, près de 700 000 entreprises seront à la recherche d'un nouveau propriétaire dirigeant, sachant que d'après une étude qui a été menée très récente en 2010 en France, les dirigeants français de TPE et PME confondus choisiraient en priorité une solution externe en matière de transmission reprise. En gros, il s'agit de choisir un tiers, une personne extérieure à l'entreprise, et non pas de trouver une solution en interne via par exemple les salariés, et encore moins, parce que ça se fait de plus en plus et de plus en plus rare, encore moins donc transmettre son entreprise à des membres de la famille, à ses enfants, voire son aîné, mais ça nous verrons cette conversation avec Katia. Les dirigeants donc choisiront cette transmission externe. Néanmoins, ce qu'on constate également, et ça donc c'est Oseo, c'est la Banque de développement des PME en France, il constate en 2005 que c'est la forme la plus risquée. Donc à partir de là, bien entendu, la recherche en qualité d'enseignant-chercheur, nous devons tenter de mieux cerner les risques de la reprise. On l'a vu si dans les discours, notamment politisés, on s'intéresse énormément à tous les aspects économiques et financiers, on oublie cette dimension psychologique, et je pense qu'il est essentiel pour mener une étude et pour mener des transactions vers la réussite, de bien comprendre le contexte psychologique et les logiques comportementales des acteurs. Donc pour cela, et dans les faits, c'est-à-dire que sur le terrain, on va traiter de situations qui sont bien entendu réelles, mais qui sont très complexes et uniques. Un cas est spécifique, ce qui a été dit tout à l'heure par Bérangère Deschamps. Le fait de traiter du psychologique, ça va nous amener à manier avec prudence donc, la théorie, les concepts, mais aussi l'investigation sur le terrain. Pourquoi? Parce que là, on va étudier quelque chose qui est complètement irrationnel, non contrôlable, et tout ça, c'est quoi? C'est le comportement des individus. Comment on va s'y prendre en qualité de chercheur? Donc, on va essayer de mener notre recherche dans une logique compréhensible, et ce qu'il nous faut, c'est véritablement avoir une approche du phénomène
en profondeur. Qui dit en profondeur, bien sûr, dit inévitablement interroger les acteurs de cette opération, et on ne peut pas donc rester, en qualité de chercheur, indifférent aux acteurs, et notamment à leur singularité. On l'a vu également, une autre problématique, c'est que la transmission reprise, même si le terrain a été défraîchi depuis 10 ans en France, ça reste un terrain qui est à explorer, un terrain qui est à découvrir. Et donc, parfois, eh bien, il y a un manque d'ancrage théorique. Et donc, nous sommes amenés, nous, en qualité de chercheurs, d'aller trouver des concepts, des théories qui proviennent, qui sont issues de disciplines annexes ou connexes à la nôtre. Donc là, je vais prendre mon exemple et un exemple d'un collègue. Nous, et on le verra tout à l'heure, nous avons mobilisé en gestion des ressources humaines des théories qui sont issues en fait de la psychosociologie et de la psychanalyse. On y reviendra ultérieurement. Si cette recherche doit être menée dans une logique compréhensible, eh bien, elle nécessite une approche qualitative. Donc, on va bien entendu utiliser la plupart des cas, la méthode des cas, excusez-moi pour la redondance, pour étudier des situations de gestion. Donc soit la méthode de cas, soit, et là c'est plus rare encore en recherche, notamment en repreneuriat, c'est la méthode des récits de vie. Ces deux méthodes, si on les utilise, eh bien, elles vont nous amener à conduire des entretiens sur le terrain et on défend la plupart du temps une approche multi-acteur, c'est-à-dire qu'on va interroger eh bien, l'acteur qui nous préoccupe. En l'occurrence, pour moi, c'était le repreneur, mais aussi on peut très bien interroger le cédant, les salariés, pourquoi pas les conseillers ou les partenaires extérieurs qui gravitent donc autour de la PME en question. Donc là, je pense que si vous menez une approche comme celle-ci, une approche de recherche comme celle-ci, je pense qu'il est très important d'avoir ce regard, en fait, cette triangulation des discours, où vous allez croiser le discours du repreneur, le discours donc du cédant, et par exemple des salariés, et ensuite pour faire votre propre interprétation de la réalité. Je ne sais pas si c'est le cas au Japon, mais en tout cas chez nous en France, on a une difficulté, c'est bien entendu l'accès au terrain et la recherche donc des entreprises. Et très très souvent, les chercheurs en repreneuriat eh bien, font appel à ce qu'on appelle un informateur relais. Dans mon cas, par exemple, moi j'ai fait appel, ça a été cité tout à l'heure par le professeur Murakami, eh bien, l'établissement donc OSEO, et là il faut se prémunir de certains biais méthodologiques. Dans tous les cas, de manière générale, si vous menez une étude qualitative, il y a des précautions à prendre, et notamment, et ça a été déjà évoqué, sur la généralisation des résultats. Ce slide me paraît relativement important. La recherche, oui, pour enrichir les connaissances académiques, scientifiques, mais également, il me semble que si on fait de la recherche, c'est aussi pour s'orienter vers l'extérieur et pour avoir une utilité pratique. Pour ma part, cette vision de la réalité qu'on se construit en qualité de chercheur, je pense que ça a vraiment le mérite de fournir des repères, de fournir des recommandations à un triple niveau dans le monde des affaires. Là, en l'occurrence, premier niveau, ça sera bien entendu le duo d'acteurs, le cédant et le repreneur, pour essayer de leur donner des clés pour améliorer en fait le passage de relais entre eux et donc éviter certains problèmes, certains risques qui pourraient nuire en fait à la qualité de la transaction.
Le deuxième niveau, ce sont les experts, on a appelé tout à l'heure les conseillers, donc les conseillers tels qu'ils soient, du chef d'entreprise, de l'ancien ou du nouveau. Alors eux, en fait, eh bien, ça serait leur rapporter également des conseils, on va dire, pour qu'ils puissent mieux accompagner les cédants et les repreneurs de façon donc plus appropriée, et notamment en fonction de leur psychologie. Parce que moi, je m'aperçois que dans certains cas, les conseillers oublient aussi qu'en face, certes, il y a une opération, il y a encore une fois un processus. Il faut que ces marieurs, entre guillemets, arrivent à l'unir pour le meilleur et pour le pire, le cédant et le repreneur. Néanmoins, à un moment donné, eh bien, ils oublient qu'en face, ce sont des individus et que la reprise est avant tout une histoire d'hommes. Troisième niveau, nous avons les décideurs économiques et les décideurs politiques dans les pouvoirs publics. Alors eux, eh bien, on peut les orienter, mieux les orienter ou et tenter de les faire réfléchir en fait pour qu'ils développent des programmes de sensibilisation ou d'intervention qui soient mieux ciblés. Là, j'ai pris le parti de vous montrer quelques applications. Donc là, on reste sur la psychologie des acteurs et je vous rappelle que c'est essentiellement des résultats qui sont issus de recherches qui portent sur des reprises par des personnes physiques extérieures à la PME. Donc la problématique, si c'est un enfant, peut changer même si on connaît les nombreuses tensions qu'il peut y avoir lors de ces opérations. Qu'est-ce que nous dit la littérature? Eh bien, la littérature nous dit que la PME, dès lors qu'elle est face à une épreuve de transmission en reprise, eh bien, elle va être polytraumatisée. Pourquoi? Parce que pour elle, c'est une expérience agonisante. Et on parle, alors avec une image relativement dure, qui est le départ d'un dirigeant de PME revient à couper la tête de l'entreprise. Ça signifie que ça va créer une menace au sein de l'organisation, que ça va imputer les éléments identitaires de l'entreprise. Et cela va avoir des répercussions en interne sur les rapports humains, que ce soit entre le chef d'entreprise ou les salariés, où il y a une espèce de situation de crise de rapport humain qui va plus ou moins se développer de manière violente. Dans tous les cas, donc on coupe la tête de la PME, on est dans une épreuve qui est très secrète, très confidentielle, personne n'ose en parler, le chef d'entreprise qui part à la retraite n'en parle pas, les salariés donc sont relativement dans l'ignorance, les candidats à la reprise qui souhaitent reprendre ces entreprises ne sont pas pour la plupart du cas informés qu'elles sont à la vente. Enfin tout ça, ça a créé une confusion et on ne sait pas trop, il y a une totale ignorance donc des acteurs qui posent véritablement problème.